Dans cette séance, on va réaliser des exercices en relation avec la respiration et on va essayer de réaliser 5 exercices. Donc, on va commencer. L'exercice numéro 1. Je vais commencer tout d'abord par une lecture de l'énoncé. Une analyse de 100 cm3 d'air inspiré et de 100 cm3 d'air expiré donne les résultats suivants. Donc, on a l'air inspiré et l'air expiré et quelques gaz ici, le diazote, dioxygène, dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. La question est la suivante. Quelle réflexion vous suggère ces constatations? Donc, on va commencer tout d'abord par une petite lecture, une petite interprétation du tableau. Donc, on voit ici que le diazote, pour l'air inspiré, 79 cm3, c'est la même quantité pour l'air expiré. Le dioxygène, 21 cm3 pour l'air inspiré, 16 cm3 pour l'air expiré. Le dioxyde de carbone, des traces, et pour l'air expiré, c'est 4,5 cm3. La vapeur d'eau, variable, et pour l'air expiré, elle est saturée. Donc, comment on va répondre à cette question? La question « Quelle réflexion vous suggère ces constatations ?» Donc, l'air inspiré, il est riche bien sûr en dioxygène. L'air expiré, il est plutôt riche en dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que l'air inspiré, il va passer vers le sang et par la suite la lymphe interstitielle. On va parler de cette notion de lymphe interstitielle dans la leçon suivante, le sang et la circulation sanguine. Et par la suite, la cellule il va utiliser ce dioxygène et rejeter par la suite le dioxyde de carbone. C'est pour cette raison qu'on voit que sa quantité dans l'air expiré elle est plus élevée. Le diazote, c'est un gaz non consommé par notre corps. C'est pour cette raison qu'on a trouvé que les quantités n'ont pas changé, 79 cm3 pour l'air inspiré et l'air expiré. Et pour la vapeur d'eau, elle est saturée pendant l'expiration. Donc, le processus de la respiration, il consiste à aspirer de l'air pour consommer, bien sûr, le dioxygène qu'il contient, bien sûr, et à expirer le dioxyde de carbone et de l'eau, bien sûr. D'où vient ce dioxyde de carbone et de l'eau? Ce sont des déchets respiratoires que la cellule a rejetés lorsqu'elle a produit de l'énergie en présence, bien sûr, du glucose comme source d'énergie et en présence aussi de dioxygène. Et ce dioxygène qui va servir à oxyder cette molécule de glucose dans le but de fabriquer de l'énergie. Et par la suite, il y a des déchets respiratoires, le dioxyde de carbone et la molécule, bien les molécules de l'eau, H2O. Donc, c'est pour cette raison qu'on voit que pour l'air expiré, les deux quantités, soit pour le dioxyde de carbone, soit pour la vapeur d'eau, on voit que leurs quantités sont plus élevées, bien sûr. Donc, c'est tout pour l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. Tout d'abord, on va lire l'énoncé. Le graphique ci-dessous montre les méfaits de la pollution par l'amiante sur les poumons. Et les poumons sont les premières victimes de cette substance, l'amiante. Donc, voilà le graphique. En bleu, l'ensemble des pathologies liées à l'amiante et en rouge, les cancers liés à l'amiante, à ces substances, bien sûr, pour l'homme, elle est nocive. Donc, on va essayer d'expliquer les méfaits de ces substances-là. Il s'agit bien sûr des poussières rejetées par cette substance. C'est une roche extraite au niveau des carrières. Donc, l'inhalation de fibres d'amiante détériore le tissu respiratoire et bien sûr pulmonaire et favorise l'apparition de diverses maladies comme par exemple l'asbestose et la plèvre. Et la plèvre, c'est une membrane qui entoure les poumons, les branches et aussi les bronchioles
Et ces atteintes du tissu pulmonaire, ils surviennent des années après l'exposition à l'amiante, de 20 à 40 ans en moyenne. Et ils sont définitives et elles conduisent par la suite souvent à un cancer ou bien à des cancers. Donc, on va essayer d'expliquer les méfaits de cette substance. Voilà les résidus ou bien la poussière qui va entrer à travers les voies respiratoires pour arriver jusqu'aux alvéoles. Et voilà ici les globules blancs qui vont phagocyter ces substances, mais malheureusement, ces globules blancs, par la suite, ils vont être détruits par ces substances-là, et ce qui va provoquer une détérioration, bien sûr, et une destruction de la paroi alvéolaire et aussi des branches et les bronchioles, bien sûr. Une autre vidéo qui va expliquer les méfaits aussi de l'amiante et qui va causer par la suite un cancer. Voilà. Donc, voilà les substances qui vont attaquer la plèvre, la membrane des poumons. Et non seulement ils vont attaquer les poumons, ils peuvent arriver aussi jusqu'au cœur et aussi jusqu'au diaphragme. Donc, ils vont engendrer par la suite des cancers. Donc, c'est pour cette raison que l'amiante, on a vu d'après le graphique que les maladies liées à cette substance-là, ils vont par la suite augmenter, surtout après un certain âge, de 20 à 40 ans, et par la suite, ils vont engendrer des maladies graves. Donc, pour la première question, interpréter les données du graphique et expliquer par la suite les méfaits de l'amiante. Donc, pour la première question, interpréter les données du graphique, comme on vient de le dire, l'ensemble des pathologies liées à l'amiante, on voit une augmentation progressive, voilà. Et même chose pour les cancers liés à l'amiante. Donc, dans la majorité des cas, les personnes qui sont en contact direct avec ces substances, ils peuvent par la suite montrer des cancers liés toujours à cette substance. Donc, à partir des données du graphique, on constate que les maladies pathogènes liées à l'amiante augmentent progressivement et la plupart d'entre elles, ils peuvent engendrer des cancers. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, expliquer les méfaits de l'amiante. Donc, l'amiante entre dans l'organisme par les voies respiratoires et l'exposition de ce produit entraîne des maladies graves et des risques, bien sûr, de développer un cancer du poumon et les plus élevés et le temps, bien sûr, de latence est très long. Il se déclare après, au bout de 20 à 40 ans. Donc, c'est pour cette raison, ils ont interdit d'extraire cette substance au niveau des carrières. Donc, on va passer maintenant à l'exercice 3. Donc, l'énoncé est le suivant. Les alvéoles pulmonaires sont des minces sacs creux qui prolongent les voies respiratoires où se déroulent les échanges de gaz respiratoires. Donc, on va voir de plus près la structure de ces sacs microscopiques. Donc, ces sacs sont en forme ils ont une forme forme de grappe. Voilà. Ils sont bien sûr nombreuses. Et bien sûr, ils ont une paroi très fine et mince. Sans oublier, bien sûr, ils sont richement vascularisés, c'est-à-dire le contact, ils sont en contact avec un réseau de capillaires sanguins. Et vu leur paroi qui est très fine et très mince, ça va faciliter les échanges de gaz respiratoire entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins.
Donc, les questions. Première question. Sachant qu'il y a 300 millions d'alvéoles par poumon et que la surface de l'une d'elles est en moyenne de 0,3 mm², calculez en mètres carrés la surface totale des alvéoles pulmonaires. Question 2. Comparez ces résultats à la surface d'un terrain de tennis mesurant 24 mètres de long sur 8 mètres de large. Troisième question. Sachant qu'au repos, 7 litres de sang passent chaque minute dans les poumons et que 250 millilitres d'oxygène diffusent en même temps dans le sang. Calculez par la suite le volume du sang qui passe chaque jour par les poumons et le volume de dioxygène transporté en même temps. Et pour la quatrième question, la paroi des alvéoles pulmonaires et la paroi intestinale sont des surfaces d'échange efficaces. Donc, rappelez les caractéristiques de chacune de ces surfaces et dégagez leurs points communs. On va commencer par la première question. Sachant qu'il y a 300 millions d'alvéoles par poumon et que la surface de l'une d'elles est en moyenne 0,3 mm², calculez en mètres carrés la surface totale des alvéoles pulmonaires. Donc, 0,3 mm², c'est-à-dire 0,3 fois 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. On doit convertir millimètres carrés en mètres carrés, c'est-à-dire on doit multiplier par 10 à la puissance moins 6. Et par la suite, 300 millions fois cette valeur-là, c'est-à-dire 0,3, 10 à la puissance moins 6. Ça va nous donner une valeur de 90 mètres carrés pour un seul poumon. Et nous, on a 2 poumons. Donc, la surface totale, bien sûr, c'est 90 fois 2, c'est 180 mètres carrés. Question 2. Comparez ces résultats à la surface d'un terrain de tennis mesurant 24 mètres de long sur 8 mètres de large. Donc, la surface d'un terrain de tennis, c'est 24 fois 8, c'est 192 mètres carrés. Donc, si on va comparer 192 mètres carrés, c'est-à-dire la surface d'un terrain de tennis, avec la surface qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 180 mètres carrés pour la surface des alvéoles pulmonaires, donc c'est à peu près l'équivalent. C'est la même chose, l'équivalent d'une surface d'un terrain de tennis. Donc, c'est une très grande surface d'échange. Voilà pour la question 2. On va passer maintenant à la question 3. Sachant qu'au repos, 7 litres de sang passent chaque minute dans les poumons et que 250 millilitres d'oxygène diffusent en même temps dans le sang. Calculez en premier lieu le volume du sang qui passe chaque jour par les poumons et le volume de dioxygène transporté en même temps. Donc, on va commencer tout d'abord par le volume du sang qui passe chaque jour au niveau de nos poumons. Donc, chaque jour, c'est-à-dire 24 heures. 7 litres de sang en une minute. En une heure, c'est 7 fois 60 minutes, bien sûr. Et pour une journée, c'est fois 24, c'est-à-dire 24 heures. C'est l'équivalent de 10 080 litres du sang. Donc, c'est une grande quantité du sang qui traverse nos poumons chaque jour. Passons maintenant au volume de dioxygène. Pendant 24 heures, donc 250 millilitres, comme donné, c'est en une minute, du sang du dioxygène, d'accord? Et 250 millilitres fois 60 pour une heure et fois 24 pour une journée. C'est 360 000 millilitres du dioxygène. Donc, on voit que c'est une très grande quantité qui passe chaque jour au niveau des poumons. La question 4. La paroi des alvéoles pulmonaires et la paroi intestinale sont des surfaces d'échange efficaces. Pourquoi on a dit ça? On doit maintenant rappeler les caractéristiques de chacune de ces surfaces et dégager leurs points communs. Donc, on a parlé dans la leçon de la digestion et la simplification moléculaire des aliments. Une fois arrivé au niveau de l'intestin grêle,
les nutriments ils vont passer vers le sang et la lymphe. Donc, qui favorise ces intestinales. Donc, ces villosités intestinales, ils sont très nombreux au niveau de l'intestin grêle. Ils ont une forme de doigt. Leur paroi, elle est très fine, mince et aussi poreuse. Ils sont richement vascularisés et bien sûr, ces structures-là, elles sont en millions. Même chose pour les alvéoles pulmonaires. Donc, comme on vient de calculer, ils sont très nombreux. Leur paroi elle est très fine, très mince, et aussi ils sont richement vascularisés. Donc voilà la réponse. Les alvéoles pulmonaires ainsi que les villosités intestinales qui tapissent la paroi interne de l'intestin grêle se ressemblent dans leurs caractéristiques. Pourquoi? Vu l'abondance de ces microstructures, c'est-à-dire villosités et alvéoles pulmonaires, leurs parois fines, poreuses et minces, et bien sûr, ils sont richement vascularisés. Donc voilà pour l'exercice 3. On va passer maintenant à l'exercice 4. L'énoncé est le suivant. Le tableau ci-dessous représente les quantités du dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang au contact de la paroi alvéolaire. Donc, le sang arrivant au niveau des poumons, ce qui concerne le dioxygène, c'est 15 millilitres. Le sang sortant des poumons, c'est 20 millilitres. Pour le dioxyde de carbone, 52 millilitres et 18 millilitres pour le sang sortant des poumons. Des questions? Comparez la quantité de dioxygène dans le sang qui arrive aux poumons et dans celui qui en sort. 2. Que déduisez-vous de ces données? Et la question 3, même question pour le dioxyde de carbone. Commençons tout d'abord par la première question. Comparez la quantité de dioxygène dans le sang qui arrive aux poumons et dans celui qui en sort. Donc, le sang qui entre dans les poumons, c'est-à-dire au niveau de l'air alvéolaire, il est riche en dioxyde de carbone, bien sûr, elle est pauvre en dioxygène. Alors que le sang qui sort des poumons, elle est riche en dioxygène. Pourquoi pas? Parce qu'il va passer directement vers les cellules. Elle est pauvre en dioxyde de carbone. La question 2, que déduisez-vous de ces données? Donc, le sang, il va approvisionner nos cellules en dioxygène, bien sûr. Le but, c'est bien sûr de fabriquer de l'énergie. D'accord? Bien sûr, en présence d'une molécule de glucose comme source d'énergie. La question 3, même question pour le dioxyde de carbone. Donc, pour le dioxyde de carbone, les cellules, lorsqu'elles vont absorber le dioxygène, et bien sûr en présence du glucose, ils vont réaliser le phénomène de la respiration cellulaire. Le but, bien sûr, c'est fabriquer de l'énergie. Mais la cellule, elle va rejeter des déchets respiratoires comme le CO2 et les molécules d'H2O, c'est-à-dire les molécules d'eau. Donc, c'est pour cette raison que le dioxyde de carbone, sa quantité, il va augmenter au niveau du sang qui va entrer dans l'alvéole pulmonaire. D'accord? Donc, les cellules rejettent du dioxyde de carbone dans le sang comme il s'agit d'un déchet respiratoire, comme bien sûr la molécule de l'eau. Voilà pour l'exercice 4. Et maintenant, on va passer à l'exercice 5. Le schéma ci-dessous résume quelques échanges qui se font à travers la membrane fine d'une alvéole pulmonaire. Donc, voilà l'alvéole pulmonaire qui se trouve au contact direct avec le capillaire sanguin. Donc, on parle juste ici d'une alvéole pulmonaire, sachant qu'il y a des millions d'alvéoles pulmonaires. Comme on vient de calculer une très grande surface d'échange, à peu près le terrain d'un tennis. Donc, pour le sang qui
le sang inspiré, pardon, l'air inspiré, il est riche en dioxygène. Il renferme 21%. L'air expiré, il est appauvri en dioxygène, c'est-à-dire pauvre en dioxygène, 16%. Donc, le dioxygène, il va passer vers le sang et le sang, bien sûr, va continuer ce transfert, bien le transfert du dioxygène pour arriver au niveau cellulaire. Donc, le sang sortant ici, il est riche en dioxygène. D'accord? Maintenant, le sang qui va entrer au niveau qui se trouve ici en contact avec ce sac-là, ce sac microscopique, c'est-à-dire l'alvéole. Donc, elle est pauvre en dioxygène. D'accord? On va passer maintenant aux questions. Première question. Décrire les types d'échanges présentés au niveau de cette structure pulmonaire, c'est-à-dire de cette alvéole pulmonaire. Question 2. Expliquer les différences observées. Et la question 3. Déterminer le principe responsable de ces échanges au niveau de cette structure. On va commencer par la première question. Décrire les types d'échanges présentés au niveau de cette structure pulmonaire. Donc, c'est un échange, bien sûr, de gaz respiratoire qui s'effectue à travers la paroi alvéolaire de l'alvéole pulmonaire et celle des capillaires sanguins, bien sûr. Un échange de gaz. Le dioxygène va passer vers le sang et le dioxyde de carbone du sang vers, bien sûr, l'air alvéolaire. Et il y a un échange de gaz entre l'alvéole pulmonaire, bien l'air alvéolaire et le sang, des capillaires sanguins, ces capillaires qui sont au contact des sacs pulmonaires ou bien des sacs alvéolaires. La question 2, expliquer les différences observées. Pourquoi on a une différence au niveau des pressions des gaz respiratoires. Et là, on a parlé de dioxygène. Le dioxygène va passer d'une zone, bien sûr, à haute pression. Là, on a vu que la pression du dioxygène, la pression partielle du dioxygène est plus élevée au niveau de l'air alvéolaire, donc il va passer vers une zone à basse pression, c'est-à-dire vers le sang. Et par la suite, lorsque la pression de ce gaz elle est élevée au niveau du sang, il va passer par la suite, à travers bien sûr la lymphe interstitielle, vers par la suite les cellules. Donc, on ne va pas parler maintenant de cette notion de lymphe interstitielle parce qu'on va parler de cette notion-là dans la leçon suivante, c'est-à-dire le sang et la circulation sanguine. Donc, le dioxygène passe d'une zone dont sa pression partielle elle est élevée, l'air alvéolaire, vers une zone dont sa pression elle est faible, le sang des capillaires sanguins. Et pour la troisième question, déterminer le principe responsable de ces échanges au niveau de cette structure, au niveau bien sûr de l'alvéole pulmonaire. Donc, lorsqu'on parle du passage des gaz respiratoires ou bien du transfert ou bien de la propagation des gaz, on parle ici du principe de diffusion des gaz respiratoires, c'est-à-dire un gaz, toujours, il va se propager, il va se diffuser d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Et là, on parle du principe de diffusion ou tout simplement la loi de Fick. C'est une loi physique. Chaque gaz, il va se propager d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Et là, on a parlé du dioxygène qui est passé d'une zone à haute pression, c'est-à-dire lorsqu'on a inspiré de l'air, l'air inspiré, il est riche en dioxygène. Donc, le dioxygène, sa pression au niveau de l'air alvéolaire, elle est élevée. Il va passer par la suite vers le sang et sa pression, elle va être élevée au niveau du sang. Par la suite, il va passer au niveau cellulaire et ça à travers la lymphe interstitielle. Et même chose pour le dioxyde de carbone qui va être rejeté par nos cellules. Il va passer des cellules, lymphe interstitielle, par la suite le sang. Sa pression au niveau du sang il va être
élevé, il va passer par la suite au niveau de l'alvéole ou bien l'air alvéolaire. Et nous, on va expulser ce gaz vers l'extérieur, vers le milieu extérieur à travers l'expiration. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai très ravie de vous revoir dans une autre séance. Merci.